On a des traditions dans l'université d'été. Donc il y a le dialogue Michel Poncet qui est en ouverture. Et puis on a également un moment très très fort, c'est l'apport des philosophes. Et des philosophes qu'on souhaite engager. Alors la Fondation Médéric Alzheimer, dont vous avez entendu le président s'exprimer avec beaucoup de véhémence et d'intelligence hier, rappelez-vous, a la chance d'avoir un philosophe d'exception qui est vraiment le spécialiste pour nous, la référence. Alors il y a toute une équipe, vous verrez, dans la Fondation Médéric Alzheimer, en sciences humaines et sociales, sociologue, vous verrez, anthropologue. Mais on a vraiment la chance et on l'apprécie comme un vrai cadeau d'avoir Fabrice Zil. Alors Fabrice Zil, philosophe, le spécialiste, et vous verrez à quel point être spécialiste de la maladie d'Alzheimer pour un philosophe, c'est être vraiment très engagé. Je vous parlais des valeurs de la démocratie. La première fois que j'ai rencontré Fabrice Zil, c'était à l'hôpital Broca, à la PHP, et ça m'avait plu parce qu'il avait son bureau de philosophe dans un service hospitalier. C'est vous dire ce qu'est pour nous la philosophie et l'engagement quotidien. Puis je termine, alors Fabrice, s'il veut bien venir, il est toujours très très impressionné parce qu'il a beaucoup de choses à dire et des contraintes dans le temps, mais vous verrez que ça vaut vraiment le coup d'être à l'attention de ce qu'un philosophe peut vous dire. Donc, je en profite pour faire une petite publicité pour un livre que vous pourrez trouver. C'est véritablement pour nous le livre de référence. Vous avez 90 collaborateurs qui ont participé à cet ouvrage qu'on a sorti l'année dernière, Alzheimer, éthique et société. Je ne vous dis pas que vous avez tout, mais vous avez au moins l'essentiel. Vous verrez tout à l'heure, quand vous viendrez, on vous invite, après l'intervention de Fabrice Zil, à un pot, vous verrez, c'est tout à fait décontracté, vous pourrez discuter avec les unes et les autres, c'est un peu ça, l'université d'été. Il y a une super librairie du Furet du Nord, qui est le grand libraire de Lille, et on avait demandé aux intervenants de nous faire les propositions des livres qu'ils recommanderaient. Donc voilà, vous pourrez notamment prendre ce livre. Et juste pour vous être pour information, quand je disais hier qu'on est ouvert véritablement à la réalité du soin, et les droits d'auteur de ces livres sont dédiés à l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Paul Brousse, qui accueille aussi des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer. Je vous demande non pas d'applaudir, de faire une ovation, mais en tous les cas d'accueillir comme il faut. Fabrice. Un soir où Swann avait accepté de dîner avec les Verdurin, comme pendant le dîner, il venait de dire que le lendemain, il avait un banquet d'anciens camarades, Odette lui avait répondu en pleine table, devant Forcheville, devant le peintre, devant Cottard, « Oui, je sais que vous avez votre banquet, je ne vous verrai donc que chez moi, mais ne venez pas trop tard. » Bien que Swann n'eût encore jamais pris sérieusement ombrage de l'amitié d'Odette pour tel ou tel fidèle, il éprouvait une douceur profonde à l'entendre ainsi avouer devant tous leur rendez-vous quotidien du soir, la situation privilégiée qu'il avait chez elle et la préférence pour lui qui y était impliquée. Depuis qu'il s'était aperçu qu'à beaucoup d'hommes, Odette semblait une femme ravissante et désirable, le charme qu'avait pour eux son corps avait éveillé en lui un besoin douloureux de la maîtriser entièrement dans les moindres parties de son cœur. Quand il sortit le lendemain du banquet, il pleuvait à verse. Un ami lui proposa de le reconduire chez lui, et comme Odette lui avait donné la certitude qu'elle n'attendait personne, c'est l'esprit tranquille et le cœur content qu'il serait rentré chez lui se coucher. Mais peut-être, si elle voyait qu'il n'avait pas l'air de tenir à passer toujours avec elle la fin de soirée, négligerait-elle de la lui réserver justement une fois où il l'aurait particulièrement désirée. Il arriva chez elle après 11 heures, et comme il s'excusait de n'avoir pu venir plus tôt, elle se plaignit que ce fût en effet bien tard. L'orage l'avait rendue souffrante, elle se sentait mal à la tête, et il prévint qu'elle ne le garderait pas plus d'une demi-heure, et peu après, elle se sentit fatiguée et décida de s'endormir. Elle le pria d'éteindre la lumière avant de s'en aller, il referma lui-même les rideaux du lit et partit. Mais quand il fut rentré chez lui, l'idée lui vint brusquement que peut-être Odette attendait quelqu'un ce soir, qu'elle avait seulement simulé la fatigue et qu'elle ne lui avait demandé d'éteindre que pour qu'il crût qu'elle allait s'endormir, qu'aussitôt qu'il avait été parti, elle avait rallumé et fait rentrer celui qui devait passer la nuit auprès d'elle. Il regarda l'heure, il y avait à peu près 1h30 qu'il l'avait quittée. Il ressortit, prit un fiacre et se fit arrêter tout près de chez elle. Il descendit de voiture, tout était désert et noir dans ce quartier. Parmi l'obscurité de toutes les fenêtres éteintes depuis longtemps dans la rue, il en vit une seule, d'où débordait, entre les volets qui en pressaient la pulpe mystérieuse et dorée, la lumière qui remplissait la chambre et qui, tant d'autres soirs, le réjouissait et lui annonçait « Elle est là qui t'attend »,
et qui maintenant le torturait en lui disant « Elle est là avec celui qu'elle attendait ». Il voulait savoir qui. Il se glissa le long du mur jusqu'à la fenêtre, mais entre les lames obliques des volets, il ne pouvait rien voir, il entendait seulement dans le silence de la nuit le murmure d'une conversation. Certes, il souffrait de voir cette lumière, d'entendre ce murmure qui révélait la présence de celui qui était venu après son départ, la fausseté d'Odette, le bonheur qu'elle était en train de goûter avec lui. Et pourtant, il était content d'être venu. Le tourment qui l'avait forcé de sortir de chez lui avait perdu de son acuité en perdant de son vague. Maintenant, l'autre vie d'Odette, dont il avait eu à ce moment-là le brusque et impuissant soupçon, il la tenait là, éclairée en plein par la lampe, prisonnière sans le savoir, dans cette chambre où, quand il le voudrait, il entrerait la surprendre et la capturer. Ou plutôt, il allait frapper au volet, comme il le faisait souvent quand il venait tard. Ainsi, du moins, Odette apprendrait qu'il avait su, qu'il avait vu la lumière et entendu la causerie, et lui qui tout à l'heure se la représentait comme riant avec l'autre de ses illusions, maintenant c'était eux qu'il voyait confiants dans leur erreur, trompés en somme par lui, qu'il croyait bien loin d'ici, et qui, lui, savait déjà qu'il allait frapper au volet. Et peut-être ce qu'il ressentait en ce moment de presque agréable, c'était autre chose aussi que l'apaisement d'un doute et d'une douleur, un plaisir de l'intelligence. Sa jalousie ranimait en lui une faculté de sa studieuse jeunesse, la passion de la vérité, mais d'une vérité tout individuelle qui avait pour objet unique les actions d'Odette, ses relations, ses projets, son passé. Dans cette étrange période de l'amour, l'individuel prend quelque chose de si profond que cette curiosité qu'il sentait s'éveiller en lui à l'égard des moindres occupations d'une femme, c'était celle qu'il avait eue autrefois pour l'histoire. Et tout ce dont il aurait eu honte jusqu'ici, espionner devant une fenêtre, écouter aux portes, ne lui semblait plus que des méthodes d'investigation scientifique d'une véritable valeur intellectuelle et appropriée à la recherche de la vérité. Sur le point de frapper contre les volets, il eut un moment de honte en pensant qu'Odette allait savoir qu'il avait eu des soupçons, qu'il était revenu, qu'il s'était posté dans la rue. Elle lui avait dit souvent l'horreur qu'elle avait des jaloux, des amants qui espionnent. Ce qu'il allait faire était bien maladroit, elle allait le détester désormais, tandis qu'en ce moment encore, tant qu'il n'avait pas frappé, peut-être, même en le trompant, l'aimait-elle. Mais le désir de connaître la vérité était plus fort et lui sembla plus noble. Il savait que la réalité de circonstances qui lui donnait sa vie pour restituer exactement était lisible derrière cette fenêtre striée de lumière. Il éprouvait une volupté à connaître la vérité qui le passionnait. Et puis l'avantage qu'il se sentait, qu'il avait besoin de se sentir sur eux, était peut-être moins de savoir que de pouvoir leur montrer qu'il savait. Il se haussa sur la pointe des pieds, il frappa. On n'avait pas entendu, il refrappa plus fort, la conversation s'arrêta. Une voix d'homme dont il chercha à distinguer auquel de ceux des amis d'Odette qu'il connaissait elle pouvait appartenir, demanda qui est là. Il n'était pas sûr de la reconnaître. Il frappa encore une fois, on ouvrit la fenêtre puis les volets. Maintenant, il n'y avait plus moyen de reculer, et puisqu'elle allait tout savoir, pour ne pas avoir l'air trop malheureux, trop jaloux et curieux, il se contenta de crier d'un air négligent et gai « Ne vous dérangez pas, je passais par là, j'ai vu de la lumière, j'ai voulu savoir si vous n'étiez plus souffrante. » Il regarda. Devant lui, 2 messieurs étaient à la fenêtre, l'un tenant une lampe, et alors il vit la chambre, une chambre inconnue. Ayant l'habitude, quand il venait chez Odette très tard, de reconnaître sa fenêtre à ce que c'était la seule éclairée entre les fenêtres toutes pareilles, il s'était trompé et avait frappé à la fenêtre suivante, qui appartenait à la chambre voisine. Il s'éloigna en s'excusant et rentra chez lui, heureux que la satisfaction de sa curiosité eût laissé leur amour intact, et qu'après avoir simulé si longtemps vis-à-vis d'Odette une sorte d'indifférence, il ne lui eût pas donné par sa jalousie cette preuve qu'il l'aimait trop, qui, entre 2 amants, dispense à tout jamais d'aimer assez celui qui la reçoit. Ce texte de Marcel Proust, tiré d'un Amour de Swann, dans la première partie de La recherche du temps perdu, me paraît être le texte le plus fabuleux qui ait jamais été écrit sur cette volonté de savoir, ce vouloir savoir,
dont traite cette université d'été, qui est le titre de cette université d'été. Vous avez peut-être le sentiment qu'avec la jalousie de Swann, on est très loin des questions que nous allons traiter ces 3 jours. Vous trouvez peut-être qu'on est très loin de la maladie d'Alzheimer et des thématiques que nous allons aborder. Je crois qu'il n'en est rien, que nous sommes avec cet extrait au cœur de notre sujet, nous sommes même dans le vif du sujet. Quelles sont les questions qu'Emmanuel Hirsch et son équipe ont choisi d'aborder en intitulant « Vouloir savoir cette université d'été ». C'est ce que je vais étudier d'abord. Cette première partie de mon propos s'intitule « Le génie d'Emmanuel Hirsch ». Il faut entendre Emmanuel Hirsch et son équipe, c'est comme Raphaël, l'école de Raphaël, c'est Raphaël et tous ceux qui l'entourent. Vouloir savoir, cela nous renvoie d'abord à la question de l'annonce du diagnostic. Faut-il annoncer le diagnostic aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ? Cette question de l'annonce peut paraître tranchée, toutes les recommandations vont en ce sens. Ce n'est pas le cas, elle n'est pas tranchée, la preuve, on estime, toutes les études, qu'elles soient menées en France ou à l'étranger, suggèrent que seule la moitié des malades diagnostiqués sont informés de leur diagnostic. Si ce problème continue de se poser, ce n'est pas parce que nous n'avons pas de traitement curatif. Il y a des maladies où nous n'avons pas de traitement curatif et où les malades sont informés. Nous en avons eu un exemple hier soir. Ce n'est pas simplement parce que la maladie reste très stigmatisée, car quand le malade demande à connaître son diagnostic, on le lui dit. Si la question reste difficile à trancher, c'est parce que le plus souvent, la demande de diagnostic n'émane pas des personnes elles-mêmes. Le plus souvent, ce sont les familles qui sont à l'origine de cette démarche, ce sont les proches de la personne et non la personne elle-même qui ressentent et expriment le besoin qu'un diagnostic soit posé. Autrement dit, la question de l'annonce, elle se pose d'abord parce que nous ne savons pas si les malades veulent savoir, nous ne savons pas ce qu'ils veulent savoir. Mais vouloir savoir nous renvoie aussi à une question qui se situe en amont de l'annonce du diagnostic, qui conditionne cette question, c'est faut-il faire le diagnostic de maladie d'Alzheimer ? Faut-il chercher, par exemple chez une personne âgée, à objectiver et à mesurer les difficultés cognitives Et quand des difficultés sont observées, est-ce qu'il faut chercher leur origine, leur explication, leur cause, qui peut être une maladie d'Alzheimer. Je ne parlerai pas aujourd'hui du diagnostic précoce, je considère le cas général, je reviendrai sur la question du diagnostic précoce vendredi. Ce que l'on constate, c'est que parmi ceux qui seraient en position de faire ou d'initier une démarche diagnostique, il peut s'agir des médecins, par exemple des médecins généralistes, il peut s'agir des familles, il peut s'agir de certaines équipes d'aide et de soins à domicile ou de certains professionnels de maisons de retraite. Ils n'ont pas tous la volonté de savoir ce qu'il en est. Ils n'ont pas tous la volonté ou ne ressentent pas tous le besoin ou la nécessité de faire un diagnostic, de rechercher un diagnostic. En cela, ils sont très différents de quelqu'un que vous connaissez tous si vous avez la télévision, qui est le Dr House, qui est un spécialiste de diagnostic différentiel, qui, lui, veut savoir. Il veut savoir de quoi souffre la personne qu'il a en face de lui, et à la limite, si le malade s'en sort, s'il est guéri, mais que ça ne permet pas de savoir ce qu'il avait, House n'est pas content. House est prêt à tuer un patient pour savoir ce qu'il avait. Il a une passion de la vérité. On n'a pas cette passion de la vérité en termes de diagnostic de la maladie d'Alzheimer, puisque, comme vous le savez, on estime, en France et ailleurs, qu'environ seulement 50% des malades sont diagnostiqués. Autrement dit, quand on dit qu'il y en a 800 000 environ, on considère qu'il y en a environ seulement 400 000 qui ont été effectivement diagnostiqués. Donc le premier intérêt d'appeler vouloir savoir cette université d'été, c'est de ne pas réduire la question à l'annonce du diagnostic, à nous forcer à remonter en amont à la question au moins aussi importante de l'opportunité du diagnostic, qui est une vraie question d'éthique. Et on découvre à ce moment-là qu'il n'y a pas d'un côté des gens qui savent et qui veulent savoir, les médecins, les experts, et de l'autre des gens qui ne savent pas et qui ne veulent pas savoir, les malades, les familles, les profanes. Les uns et les autres veulent savoir des choses, mais ils ne veulent pas savoir les mêmes choses, et chacun veut que les autres sachent certaines choses et pas d'autres.
Mais vouloir savoir, et cette absence de volonté de savoir, ça nous renvoie aussi au plan social, à l'attitude de notre société par rapport à la maladie. On ne peut pas dire que vouloir savoir soit actuellement la chose du monde la mieux partagée dans la société concernant la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie qui fait plutôt l'objet d'une volonté de ne pas savoir, d'un déni, d'angoisse, de fantasme, de stigmatisation. Laetitia Ngachari-Baird en parlera cet après-midi. La maladie est moins stigmatisée que par le passé, mais les clichés demeurent. Enfin, vouloir savoir, quatrième et dernier sens, cela nous renvoie à un autre aspect collectif lié à la maladie d'Alzheimer, qui est la recherche. Qu'est-ce qu'en effet que la recherche, et notamment la recherche scientifique, si ce n'est une volonté de savoir, un vouloir savoir? Cette volonté de savoir, la recherche, en matière de maladie d'Alzheimer, elle est assez récente. On a pris conscience tardivement que cette maladie, que les troubles cognitifs et la perte d'autonomie fonctionnelle des personnes âgées étaient dignes d'être des objets pour la recherche. Ça a changé quand on a commencé à parler de maladie, et non plus de démence sénile. Et puis surtout, notamment en France, un certain nombre de plans de santé publique, en particulier le dernier, et en particulier du fait de la volonté du professeur Joël Ménard, ces plans ont donné une impulsion considérable à la recherche. On a considéré qu'il y avait un devoir de recherche vis-à-vis de la maladie. Et pourtant, l'ampleur de cette volonté de savoir reste moindre en termes de maladie d'Alzheimer que par rapport à d'autres maladies, par rapport au cancer, par exemple. Elle reste pour l'essentiel une recherche biomédicale, plus qu'une recherche médicale ou médico-sociale. On fait beaucoup de recherches en biologie moléculaire, en imagerie, en neuropsychologie. On en fait un peu moins en gérontologie, en recherche psychosociale, encore moins en sciences humaines, alors qu'elles auraient certainement beaucoup à nous apprendre. Donc le premier trait de génie d'Emmanuel Hirsch et de son équipe, par ce titre, c'est de nous demander de prendre un peu de recul et de prendre un peu de hauteur. Il ne faut pas que nous consacrions 3 jours à l'annonce du diagnostic. Il faut que nous voyions les questions qui sont derrière, et en particulier cette question beaucoup plus radicale et beaucoup plus difficile de l'opportunité du diagnostic et du contenu de cette annonce. Ensuite, vouloir savoir, c'est une incitation à rester un esprit libre, à ne pas nécessairement écouter ceux qui essayent de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Quand on dit que seule la moitié des malades sont diagnostiqués et que parmi eux, seule la moitié sont informés de leur diagnostic, on sous-entend souvent que c'est un problème. Est-ce que c'est véritablement un problème ? Est-ce que c'est véritablement un enjeu et est-ce que c'est véritablement un enjeu urgent ? Est-ce que c'est l'enjeu le plus urgent en matière de diagnostic que de faire que davantage de malades soient diagnostiqués, qu'on informe davantage de malades ? Vouloir savoir, c'est aussi se demander si ces questions sont véritablement les questions les plus urgentes d'un point de vue pratique et d'un point de vue éthique. Il y a peut-être des questions plus urgentes, plus importantes à traiter. Le deuxième trait de génie d'Emmanuel Hirsch, c'est de renouveler la manière dont on aborde traditionnellement la question de l'annonce du diagnostic. Je vais quand même parler de cette question de l'annonce un tout petit peu précisément. D'ordinaire, on traduit la question « faut-il annoncer le diagnostic de maladie d'Alzheimer » en « faut-il dire ou pas la vérité aux malades ?» Il n'est pas inutile de temps en temps de revenir au bon sens. Que nous dit le bon sens ? Le bon sens nous dit « un homme averti en vaut 2 ». Autrement dit, ne pas annoncer, est-ce que ce n'est pas considérer que la personne n'est déjà plus un homme ? Mais le bon sens nous dit aussi « toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire ». Le bon sens ne nous aide guère. La solution habituelle à ce problème, c'est la notion de kairos, de moment opportun, de moment propice. On en parlera beaucoup aujourd'hui. C'est l'idée qu'il y a un moment favorable pour l'annonce du diagnostic, une occasion à saisir, et que toute la difficulté est de saisir ce moment. Cette notion de kairos est articulée à la notion de clair-obscur, l'idée derrière étant quelle dose de vérité les malades sont-ils capables de supporter ? Nous autres hommes, nous ne sommes faits ni pour vivre dans l'obscurité ni dans la pleine lumière. Autrement dit, l'idée c'est qu'il y a un moment où on peut faire accéder la personne à davantage de compréhension de sa situation et non pas l'emmener vers la pleine lumière, mais essayer de l'éclairer un petit peu plus qu'elle ne l'est.
Finalement, c'est ce que disait l'équipe, les recommandations qui avaient été publiées il y a presque 10 ans sous l'égide de François Blanchard et Elisabeth Quignard. L'annonce de maladie d'Alzheimer n'est légitime que si elle est individualisée, progressive et accompagnée. Je ne m'étends pas sur ces questions, Éric Fiat en parlera demain avec le talent et la virtuosité qu'on lui connaît. Et puis, les médecins savent en général annoncer les mauvaises nouvelles. Bien sûr, vous me direz, il y a des médecins sadiques, brutaux. Bien sûr, il reste des médecins paternalistes. Bien sûr, il y a des médecins maladroits. Les tests indiquent que vous avez éventuellement peut-être quelque chose qui pourrait évoluer un jour, mais ce n'est pas sûr, avec quelque chose qui ressemble peut-être à une maladie d'Alzheimer probable. Ça a été annoncé ou pas? Ça a été prononcé. Et puis, il y a des médecins naïfs qui continuent de croire que le malade ignore le diagnostic alors qu'il l'a découvert par lui-même. Mais les médecins expérimentés, les bons médecins, savent faire, ils savent dire sans faire, ils savent dire sans dire, faire comprendre, attendre que la personne et ses proches soient prêts à entendre la vérité. Il me semble que cette question des modalités de l'annonce n'est pas un problème d'éthique, c'est un problème de savoir-faire médical qui devrait normalement s'apprendre dans les écoles de médecine. Surtout, la question du kairos ne me paraît pas très opportune dans le cas, c'est le cas de le dire, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, parce que ça vaut dire qu'il y a un moment singulier à saisir qui dépend de chaque personne, dans une sorte de clair-obscur. C'est ce que disaient aussi les médecins du XIXe siècle. Le médecin doit être à la fois l'ambassadeur de la réalité et le ministre de l'espoir. On trouve ça dans les livres de médecine de la fin du XIXe siècle. Ça ne nous apprend pas grand-chose sur l'enjeu spécifique de la maladie d'Alzheimer, encore moins sur les questions qu'on se pose aujourd'hui. Et puis l'idée de kairos, elle laisse entendre que si on laisse passer l'occasion, elle ne se représentera plus. Autrement dit, qu'il y a une certaine urgence à annoncer le diagnostic. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas vrai. D'abord parce qu'il y aura plusieurs mauvaises nouvelles à annoncer au fur et à mesure de l'évolution. L'arrêt de la conduite automobile, l'entrée en long séjour, la mise éventuelle sous protection juridique. Et on est dans une situation très différente d'autres maladies. Dans le cas du cancer, où il faut parfois faire rapidement une biopsie des traitements agressifs, on a besoin d'annoncer le diagnostic rapidement. Dans le cas de l'Alzheimer, est-ce qu'on est vraiment dans une situation d'urgence? Je pense pour toutes ces raisons que la question du kairos n'est peut-être pas la plus opportune dans la situation qui nous occupe. Les vraies questions en matière d'annonce du diagnostic, ce n'est peut-être pas, en d'autres termes, quand et comment. Peut-être que c'est des questions auxquelles on pense moins, mais qui sont plus difficiles à aborder. D'abord, qui devrait être en position d'annoncer le diagnostic, ou en tout cas de parler aux personnes malades de ce qu'elles vivent? En France, on considère que le diagnostic initial doit être annoncé par l'expert, neurologue, gériatre, qui a effectué la démarche diagnostique et que le médecin généraliste est là, comme l'infirmière éventuellement, pour reprendre et traduire dans des termes accessibles aux profanes ce qu'a dit le spécialiste. Il y a d'autres pays où on réfléchit différemment, et en France, sur le cancer notamment, il y a un rôle qui est attribué, par exemple, aux infirmières de reprise, qui n'est pas qu'un travail de reprise, qui est un travail d'appropriation, qui n'est pas qu'un travail de vulgarisation de ce qui a été dit. Qui? Ensuite, à qui? Est-ce qu'on a le droit, est-ce que c'est éthique d'annoncer le diagnostic au malade, d'annoncer le diagnostic à la famille, sans l'annoncer au malade, en tout cas de l'annoncer à la famille, sans avoir demandé au malade ce qu'il en pense. Ensuite, quoi? Diagnostic. Je vous ai dit que diagnostic, ça peut vouloir dire vous avez des troubles qui ne s'expliquent pas entièrement par votre âge et par votre niveau d'éducation. Ça veut aussi dire il y a une cause à l'origine de ces troubles qu'on appelle maladie d'Alzheimer. Mais est-ce que ce « quoi » là, ça devrait être toujours le nom, c'est important que ce soit le nom précis de la maladie dont on pense qu'elle est à l'origine des symptômes, ou est-ce qu'on ne devrait pas parler également des implications et des conséquences de ce diagnostic dans la vie quotidienne? Je ne parle pas ici de pronostic, mais est-ce qu'on a intérêt à distinguer les deux questions? Est-ce qu'on a intérêt à ne pas aborder le futur, l'évolution prévisible, les scénarios possibles? Même ceux qui pensent qu'il faut annoncer le diagnostic pensent souvent qu'il n'est pas légitime de parler du
de l'évolution prévisible. Je vous rappelle que l'annonce, elle ne se fait pas à un moment donné, c'est un processus. Mais même ceux qui sont les plus favorables à l'idée que les malades devraient connaître le nom de leur maladie, ils ont de grandes réticences à parler de l'avenir. Il y a 2 raisons à cela. Je prends 2 exemples. Conduite automobile. C'est une question cruciale pour les personnes et les familles. Quand est-ce qu'il faut arrêter la conduite? C'est très difficile à évaluer à partir des tests cognitifs. Pendant très longtemps, les médecins ont botté en touche, c'était très difficile, il y avait peu de recherches sur le sujet. Heureusement, quelques équipes françaises, notamment le professeur Jean-Luc Novella, se penchent sur ces questions pour essayer d'avoir des éléments prédictifs qui permettent, à partir des tests, d'évaluer, éventuellement en situation écologique, la capacité à conduire. Deuxièmement, implication du diagnostic de maladie d'Alzheimer sur la capacité à effectuer des actes notariés, un achat, une vente, un testament, une donation. Le droit veut que pour effectuer ces actes, vous devez être sain d'esprit. Autrement dit, vous devez être en mesure de comprendre la nature et les conséquences de l'acte. Est-ce qu'une maladie d'Alzheimer au stade léger à modéré permet ça? Est-ce que les malades, à ce stade, peuvent encore comprendre la nature et les implications, par exemple, d'un testament ou d'une donation, ou d'une vente? Les gens qui achètent une maison à une personne âgée, ils veulent savoir. Ils n'ont pas envie que la vente soit annulée parce qu'il s'avère que le vendeur ne pouvait pas signer ou parce qu'une maladie d'Alzheimer était présente mais n'avait pas été détectée. Le notaire veut savoir. Il est de son devoir de scruter de la capacité des parties, de protéger la personne qui a des difficultés cognitives. Mais comment faire pour savoir, même quand il y a des troubles, si ces troubles sont de nature à empêcher de comprendre la nature et les implications de l'acte? Les notaires ne savent pas faire. Ils appellent les médecins, leur posent la question, et à ce jour, souvent, les médecins refusent de répondre en disant que le diagnostic est couvert par le secret médical. Mais ce n'est pas ce que le notaire voulait savoir. Le notaire ne voulait pas connaître le diagnostic. Le notaire voulait savoir si la personne était, ayant ou pas des troubles, capable de comprendre la nature et les implications de l'acte. Donc, vous voyez que interroger la volonté de savoir, le vouloir savoir des uns et des autres, pas seulement celle des malades, pas seulement celle des familles, le nôtre aussi, est absolument essentiel pour parler ici de ces questions. Je vais consacrer le temps qui me reste à essayer de vous montrer pourquoi j'ai cité ce long passage de la recherche du temps perdu au départ, et de ma deuxième et dernière partie s'intitule « Le génie de Marcel Proust ». En philosophie, il y a 2 grandes manières d'aborder le problème de la volonté de savoir. La grande tradition philosophique, la quasi-totalité des philosophes, de Platon à Descartes et à Kant, sont des rationalistes, positivistes, autonomistes. Ils considèrent que le savoir s'oppose à l'ignorance, au préjugé, à l'erreur, à l'illusion, et que la volonté de savoir, en d'autres termes, ce n'est rien d'autre que le nom de la recherche ou de l'amour désintéressé de la vérité. On va vers la lumière. On est très proche, pensez ici à l'allégorie de la caverne, on commence au fond de la caverne à voir une fausse lumière, et on se retourne pour aller vers la lumière du soleil. Dans le texte de Proust, c'est ça. Tout est obscur dans la rue, il n'y a qu'une seule lumière, c'est les petites rainures de lumière qu'on voit derrière les volets d'Odette. Il y a ce jeu sur l'obscurité et la lumière. Vouloir savoir, pour cette tradition, ça suppose une volonté, une détermination. Le savoir, il faut le vouloir. Il ne suffit pas de le désirer. Il faut le vouloir, il faut s'en donner les moyens, il faut une détermination. Pourquoi? Parce que notre état premier, ce n'est pas le savoir, ce n'est pas la vérité. Notre état premier, c'est l'erreur, l'illusion, l'ignorance, les préjugés. Il faut le vouloir parce qu'il y a un confort de l'esprit, et tous les philosophes l'ont reconnu, un confort de l'esprit à rester dans cet état de non-savoir, d'ignorance, d'illusion, et une paresse de l'esprit. C'est plus confortable de rester à contempler les idoles au fond de la caverne. Affirmer que le savoir, il faut le vouloir, c'est dire que pour sortir de son état premier, il faut une volonté. La promesse de la philosophie, c'est de vous dire, si vous abandonnez ce premier confort illusoire, vous allez accéder à un autre niveau, à un plaisir plus vrai et à un bonheur plus pur. Autrement dit, vouloir savoir, pour la philosophie, ici, c'est l'attitude la plus rationnelle. Pourquoi? Il y a des raisons d'ordre pratique,
pas d'action efficace sans savoir. C'est l'argument qu'on donne toujours pour l'annonce du diagnostic. Ça permet d'anticiper, d'éviter des catastrophes évitables. C'est la condition d'une intervention judicieuse. Mais pour les philosophes, il y a une raison plus fondamentale d'ordre éthique, c'est que les hommes ne sont pas destinés à rester dans l'ignorance, ils ne sont pas destinés à rester dans l'illusion. La nature les a donnés d'une faculté qui s'appelle la raison. Autrement dit, ils ne deviennent adultes, ils ne deviennent eux-mêmes qu'à partir du moment où ils utilisent cette faculté et où ils quittent cet état premier de minorité, où ils deviennent adultes et ils apprennent à vouloir savoir. Donc, dans cette perspective, il n'y a que la volonté de savoir qui est pleinement rationnelle et légitime. On peut à la limite comprendre qu'il y ait des gens qui n'aient pas la volonté de savoir si on ne les titille pas un peu, si on ne fait pas Socrate, qui va interroger les gens pour les sortir de leur ignorance première. Mais dans cette tradition, on ne peut absolument pas comprendre la volonté de ne pas savoir, c'est-à-dire le choix délibéré d'ignorer la vérité quand on sait qu'elle est à portée de main. Donc, dans cette tradition, la question c'est comment peut-on ne pas vouloir savoir ? Il y a une autre tradition, beaucoup plus minoritaire, qu'on trouve par exemple dans les philosophies tragiques, Pascal, dans les philosophies du soupçon, Nietzsche, dans les philosophies généalogiques, Foucault. Cette tradition minoritaire de la philosophie dit que la volonté de savoir n'est pas aussi rationnelle et désintéressée qu'elle le paraît et qu'elle le prétend. Elle fait croire, et elle se fait croire à elle-même, qu'elle est une pure recherche de la vérité. En réalité, dit Pascal, c'est surtout une libido scendi. Il y a un plaisir à la recherche de la vérité, contrairement à ce que dit Platon. Elle n'est pas désintéressée, ce n'est pas du tout un amour pur. Pensez à Swann, il n'y a rien de pur dans sa volonté de savoir. Pensez au Dr House, il n'y a rien de pur dans sa volonté de savoir. Ce n'est pas volontaire non plus, c'est un tourment qui pousse Swann à sortir de chez lui et à retourner chez Odette alors qu'il pleut à verse, alors qu'il est déjà très tard. C'est une passion violente qui les pousse. Ça explique qu'ils y prennent du plaisir et même qu'à ce plaisir, il soit associé, vous l'avez entendu dans le texte, une forme de honte. Puis les moyens ne sont pas très nobles. On espionne. Et puis, ce n'est pas rationnel. Swann sait qu'Odette, la vie d'Odette a absolument rien d'intéressant. Ce n'est pas du tout une femme remarquable. Elle n'a rien de passionnant. Et ce n'est pas raisonnable non plus, puisque Swann sait très bien que au moment où il aura démasqué Odette, elle ne l'aimera plus, parce qu'au même moment, elle va découvrir qu'il est jaloux et elle déteste les jaloux. Autrement dit, la connaissance n'est pas nécessairement utile, elle peut donner une fausse illusion de maîtrise, elle n'est pas nécessairement libératrice, il n'y a pas que l'incertitude qui puisse paralyser l'action, et puis il y a un danger lié à la connaissance. Qui accroît sa science, accroît sa douleur. La tradition rationaliste, elle méconnaît cette dimension. Elle méconnaît que la vérité est douloureuse. Elle méconnaît que pour vivre, il faut des illusions. Il faut de la légèreté, de l'insouciance, de l'innocence, de la joie de vivre. Donc dans cette tradition, il y a des choses que nous, d'une part des choses que nous ne pouvons pas savoir et que nous ne pourrons jamais savoir, même si nous le voulons. C'est un peu ce qui arrive à Swann sous la plume de Marcel Proust. Il y a des limites objectives à notre connaissance, notre pouvoir savoir est limité. Autrement dit, vouloir savoir, ce n'est pas toujours l'attitude la plus raisonnable, et la volonté de ne pas savoir n'est pas toujours irrationnelle ou déraisonnable. Elle pourrait même, dans certains cas, être plus raisonnable que la volonté de savoir. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas chercher à savoir. Autrement dit, mais là vous voyez que ce n'est pas se faire l'apologie de l'obscurantisme ou de l'ignorance ou de l'illusion. C'est ignorer, vouloir ne pas savoir, c'est vouloir ignorer. Comme quand on dit « je l'ai ignoré pendant toute la journée ». Ce n'est pas que je ne savais pas qu'il était là, je savais très bien qu'il était là. Mais j'ai fait comme si je ne savais pas qu'il était là. Ce qui est une forme d'ignorance très différente de celle qui est combattue par les philosophes. Le génie de Proust, dans cette perspective, c'est de remettre en cause un certain nombre d'oppositions. La volonté de savoir, ce n'est pas le contraire de l'ignorance.
Swann sait déjà, même s'il ne veut pas se l'avouer, qu'Odette le trompe. La preuve, il veut savoir avec qui elle le trompe. Ça veut bien dire qu'il sait déjà qu'elle le fait. Autrement dit, on sait toujours d'une certaine façon, on sait toujours déjà d'une certaine façon ce qu'on cherche à savoir. Ensuite, l'objet de cette volonté de savoir, il évolue. Ce n'est pas une vérité une et immuable. Il évolue avec le temps. Au début, Swann ne sait pas très bien ce qu'il veut savoir, c'est un tourment. Il ne sait pas pourquoi il sort de chez lui. Après, c'est un objet, cette volonté de savoir a un objet quasiment infini. Il veut connaître tous les détails de la vie d'Odette. Et puis le temps passe, sur le chemin, il se rend compte que ce qu'il veut savoir, c'est avec qui elle me trompe. Donc vous voyez qu'il y a au fur et à mesure une détermination progressive de cet objet de la volonté de savoir qui au début est très flou, très indéterminé, qui se précise au fur et à mesure. Et puis surtout, ce que nous montre Proust, et c'est là son génie, c'est que la question n'est pas de savoir ce qui est plus raisonnable, de vouloir savoir ou de ne pas vouloir savoir. Swann sait très bien que son attitude va contre ses intérêts. Swann sait très bien, au fond de lui-même, qu'Odette n'est pas une femme intéressante. Mais il le fait quand même. Autrement dit, on peut voir le meilleur et choisir le pire. On ne peut... Enfin, il faut absolument noter chez Proust, c'est le dernier point ici avant ma conclusion, c'est que ce que Swann veut au fond, ce n'est pas un savoir, comme vous le diraient Platon, Descartes et Kant, ce n'est pas un savoir. Il ne veut pas non plus un pouvoir. Au début, il pense qu'ainsi il va posséder Odette, que ça va tout savoir sur elle, ça va être un moyen de la posséder. Comme dirait Pascal, Nietzsche ou Foucault. Il veut ni un pouvoir ni un savoir. Qu'est-ce qu'il veut ? Ce qu'il veut, ce n'est pas savoir quelque chose. Il veut savoir et surtout, il veut qu'Odette sache. Il veut qu'Odette sache qu'il sait. Il veut qu'Odette sache qu'il n'est pas dupe. Il ne veut pas qu'il continue de penser, qu'elle continue de penser, elle et son amant, qu'il est le dindon de la farce. Il veut leur montrer qu'il sait, autrement dit, il ne veut pas se sentir un désavantage sur eux à ne pas savoir. Il a besoin de faire savoir qu'il n'est pas dupe. Conclusion. La philosophie est obnubilée par la question de la vérité. Or, les 4 questions dont j'ai parlé au début, la question de l'annonce du diagnostic, de la démarche du diagnostic, de la communication que nous avons vis-à-vis de la société en parlant de maladie d'Alzheimer et de la recherche, si on les pose en termes de vérité, on s'empêche de poser les bonnes questions. Et si on se demande quelle information est utile et nuisible, on s'empêche aussi de poser les bonnes questions. Pourquoi ? Je pense qu'il est évident qu'on diagnostiquera davantage la maladie d'Alzheimer dans les années qui viennent. C'est la tendance. Il est aussi évident qu'on l'annoncera davantage. La preuve, c'est que les jeunes médecins informent davantage leurs patients que les médecins plus âgés. Donc, il y a une tendance, c'est ça qu'il faut constater, il y a une tendance vers davantage de diagnostics et davantage d'informations. Seulement, rien ne nous dit que ce passage, si vous voulez, du paternalisme au contractualisme, que cette évolution, rien ne nous dit que cette évolution soit un progrès du point de vue éthique. On est en train de changer d'habitude, on est en train de changer de routine. Rien ne nous dit qu'on gagne quelque chose. Ça, c'est ce qui s'est produit dans le cas du cancer entre 1960 et 1980. 1960, on n'annonçait pas le diagnostic de cancer. Fin des années 70, on l'annonçait. Le meilleur auteur qui a analysé cette évolution conclut son article en disant « c'est pas du tout sûr que ce soit mieux ». À la question « est-ce que c'est mieux de savoir ou de ne pas savoir ?» bien malin qui pourra répondre. En revanche, il y a une vraie question qui se pose. Maintenant que nous parlons davantage à nos malades, est-ce que nous les écoutons aussi davantage ? Ça, c'est une vraie question. Ça, c'est une bonne question.
surtout quand on parle d'éducation thérapeutique, en pensant que cette éducation thérapeutique va toujours de l'expert, entre guillemets, au profane, entre guillemets. Ensuite, je pense qu'il faut dégonfler la baudruche de la vérité sur ces questions. Il y a une certaine naïveté à croire qu'annoncer un diagnostic, c'est annoncer la vérité. Aude Béliard, dans sa thèse, qui a obtenu de nombreuses distinctions, mais en particulier le prix de thèse de la Fondation Médéric Alzheimer, dans sa thèse, Aude Béliard analyse comment le discours médical sur la maladie est repris dans les familles. Et elle montre qu'il n'y a pas du tout une incorporation de cette vérité, comme si elle était prise telle qu'elle. Il y a certaines personnes dans les familles qui se réapproprient la façon dont la médecine lit ces troubles, en termes de problèmes de mémoire, qui se réapproprient le vocabulaire médical. Et il y a d'autres gens dans la même famille qui utilisent d'autres discours, qui ont une autre lecture de la situation. Ça ne veut pas dire qu'ils contestent que la personne a des difficultés, ça veut dire qu'ils contestent l'interprétation neurologique, neuropsychologique qui est actuellement donnée de la maladie. Ce n'est pas lié au niveau socioculturel, c'est pas lié, ça dépend surtout de, c'est ce que montre Aude Béliard, du rôle que les personnes jouent vis-à-vis de la personne et du rôle qu'ils veulent jouer avec elle dans le futur. Enfin, il y a une certaine naïveté à croire que la vérité, le savoir, les informations données par la médecine comblent la volonté de savoir des malades et des familles. Vous savez, quand le diagnostic est annoncé, il continue malgré tout, on vous dit c'est causé par l'Alzheimer, on continue d'avoir ce qu'on appelle des étiologies profanes. Ça a commencé après le divorce de machin, ça a commencé après le décès de l'oncle machin, ça a commencé après cette opération qui s'est mal passée. Autrement dit, qu'est-ce que ça montre? Ces étiologies profanes, elles visent à donner du sens. Ce que la connaissance médicale, qui donne exclusivement des explications, ne parviendra jamais à faire. Et puis, lorsque je veux savoir quelque chose de mon médecin, lorsque je lui demande de me dire la vérité, je n'attends pas, et ça, il n'y a que le texte de Proust qui nous le fasse entendre, je n'attends pas de lui qu'il me dise la vérité avec un grand V. Je sais qu'il n'est pas devin. J'attends de lui qu'il me dise ce qu'il pense être, à un moment donné, la réalité des faits. On pourrait dire la même chose de la communication actuelle sur la recherche. Il y a un gros débat pour savoir si la communication qui est faite sur la maladie ne serait pas de temps en temps trop doloriste, et Dieu sait qu'elle a été doloriste. Mais il y a aussi une communication sur la maladie qui est parfois très angéliste. Ce n'est pas une question de vérité, c'est une question de réalisme. Est-ce qu'on est capable, collectivement, de donner une description réaliste de ce que c'est que la maladie d'Alzheimer, en abandonnant la volonté de savoir qui est celle de la médecine, et en se mettant, à un moment donné, du côté du grand public ou des côtés des malades et des familles, en se demandant quelle est leur volonté de savoir. Qu'est-ce qu'eux veulent savoir ? Il y a une question que veulent savoir. Il y a quelque chose que se demandent les familles dont on ne parle jamais. Alors, on en parlait hier avec Catherine, c'est combien de temps ça va durer ? Est-ce qu'il y a un risque pour moi qui suis l'enfant d'être concerné aussi ? Est-ce que j'ai plus de risques étant l'enfant d'une personne malade ? Et puis il y a une question que se posent les familles, c'est quoi le monde de quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer ? C'est quoi avoir la maladie d'Alzheimer ? La question que posait Michel Poncet en citant les travaux de Tatossian, c'est quoi, dans les termes de Tatossian à l'époque, c'est quoi être dément ? C'est quoi le vécu ? Qu'est-ce qu'ils comprennent de leur situation ? C'est quoi le monde intérieur ? On ne sait pas. Et il n'y a pas beaucoup de chercheurs, à ma connaissance, qui se préoccupent d'essayer de le savoir. Mon tout dernier point concerne... j'ai dit qu'il fallait dégonfler la baudruche de la vérité. La vraie question, ce n'est pas la vérité, l'erreur, l'illusion, l'ignorance. La vraie question, quand on parle de volonté de savoir, c'est qu'est-ce que c'est qu'un savoir intéressant ? Qu'est-ce que c'est qu'un savoir important ? Dans une étude de Marie-Christine Géline-Arjot qui date de 2003, il y a 10 ans, elle montre que, c'est une enquête auprès de 300 aidants européens, la réaction la plus fréquemment notée chez les personnes malades à l'annonce du diagnostic, ce n'est pas la colère, ce n'est pas la tristesse, c'est l'indifférence. Dans 40% des cas, la réaction à l'annonce du diagnostic est l'indifférence.
Évidemment, on peut se dire ils ne comprennent pas. Évidemment, on peut se dire ils n'expriment pas leurs émotions devant le médecin ou devant la famille. Et si ce qu'on leur disait, on leur dit quoi? On leur dit c'est des troubles cognitifs, on leur dit il faudrait prendre des médicaments, il faudrait accepter des aides, la conduite automobile. Et si ce qu'on leur disait n'était pas ce qui était le plus important pour eux? Et si on se posait la question, quand on parle de la maladie, à la fois des individus et à la collectivité, de ce qu'ils veulent savoir? L'enquête qui a été lancée à l'initiative d'Emmanuel sur la question de savoir est-ce que les Français voudraient savoir, etc. Vous avez vu avec quelle facilité hier soir elle a été balayée d'un revers de manche. On n'y croit pas, on ne veut pas le croire. Pourtant, c'est ce qu'ils disent. Donc, cette volonté de savoir, c'est la mienne, mais vouloir savoir, c'est aussi abandonner la perspective que la seule chose intéressante à trouver, c'est ce que moi je veux savoir dans la position qui est la mienne, et essayer de se mettre à la place d'autrui et de se demander ce qui pourrait être intéressant du point de vue particulier qui est le sien, surtout si c'est une personne atteinte de maladie d'Alzheimer. Je vous remercie.